Le jeune Jean Mélier, c'est un bon élève. Alors le prêtre du village propose à ses parents une carrière ecclésiastique. Alors les parents sont favorables à la carrière ecclésiastique tout simplement parce que faire cette carrière-là, c'est une chance inespérée d'être à l'abri de la faim. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. À cette époque-là, on meurt de faim assez couramment parce que la faim entraîne la maladie et la maladie, la mort. On devient prêtre essentiellement, on est sélectionné, on est coopté en quelque sorte en fonction de l'intelligence. Et il faut bien voir que le prêtre, il a deux rôles. Certes, il a le rôle qu'on lui connaît dans les églises, mais il a aussi le rôle d'encadrement de la société. Et on a en quelque sorte une cooptation d'individus quelque part supérieurs qui seront capables d'encadrer et de protéger le régime politique et l'ancien régime en quelque sorte. Alors ici à Étrépigny, il a un secours, on appelle, c'est-à-dire une deuxième commune dans laquelle il doit œuvrer, c'est Balève, qu'on verra tout à l'heure. Et puis il lui arrive aussi d'intervenir à Butz. La petite commune de Butz dépend de la cure de Villers-le-Tilleul. Alors les guerres sous Louis XIV, c'est guerre sur guerre. Guerre de dévolution, la guerre de Hollande, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, la guerre de succession d'Espagne. Par contre, ça veut dire passage de troupes. Et à l'époque, les troupes, elles ne sont pas nécessairement rémunérées. Elles vivent sur l'habitant. Autrement dit, des passages de troupes, ça veut dire des vols, des incendies, des viols, des meurtres, etc. Donc, environnement historique, environnement religieux. Alors, à l'époque de Louis XIV, c'est un royaume, une religion, un roi. Rien ne doit sortir de ce cadre-là. Et il paye évidemment la taille, la gabelle, la capitation, la dîme et tout ce qu'on doit au Seigneur. Alors, il y a déjà aussi des travaux à domicile. Travaux à domicile, c'est des métiers à tisser qui sont prêtés par les draperies sedanaises, d'une part, et puis d'autre part, certains fabriquent des clous à domicile. Et n'oublions pas aussi, ça c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu, qu'à Balève, par exemple, on a du minerai de fer. Du minerai de fer, par ici, on l'a un petit peu oublié, et si bien que l'abbaye d'Élan, on aura l'occasion d'en reparler, l'abbaye d'Élan a développé des bas-fourneaux et des forges, et que ça génère, ça a besoin d'employés. À un moment, ils auront à peu près 400 employés sur les forges. Donc oui, le secteur est utilisé avec les bas-fourneaux et les forges, et tout ça avec des rémunérations très basses, des longues journées de travail, des conditions de vie précaires, des risques de maladie et de mort par rapport à la maladie, à la pauvreté, aux guerres, etc. Donc une période, voilà un petit peu la période dans laquelle se situe Mélier. Alors François de Mailly, c'est quelqu'un qui n'a même jamais été prêtre, qui est là archevêque et qui deviendra cardinal. Mais c'est un individu avec lequel on ne plaisante pas, lui tout doit être en ordre et on obéit et c'est tout. Alors, quand il est inspecté en 1716, voilà ce que dit l'archevêque de Mélier. Il est ignorant, présomptueux, très entêté et opiniâtre, négligeant l'Église. Il se mêle de décider des cas qu'il n'entend pas et ne revient pas de son sentiment. Il est fort attaché aussi à ses intérêts et d'une négligence infinie avec un extérieur fort dévot et janséniste. Alors le conflit va débuter en 1716 parce que le seigneur qui habite donc en face, ou pas loin, le seigneur a rudoyé certains paysans et comme je le disais tout à l'heure, Mélier avait sans doute l'idée qu'il pouvait utiliser son statut social pour amener un peu plus de justice. Donc le seigneur rudoie des paysans et à ce moment-là, Mélier refuse de le recommander le dimanche à la messe. Parce qu'attention, on est dans une époque où le seigneur a son banc dans l'autel et tous les dimanches, le seigneur est recommandé. Alors Mélier refuse de le recommander. L'archevêque admoneste Mélier, et le dimanche suivant, Mélier en fait et en rajoute. Il dit, puisque je dois recommander le seigneur, je le recommande, etc. Enfin, il en rajoute vraiment. Si bien que cette nouvelle plainte à l'archevêque, et il se trouve convoqué au doyenné de Donchery.
On lui reproche aussi d'avoir installé des bancs de bourgeois dans le chœur. Il devrait y avoir que le Seigneur, lui, il a installé des bancs de bourgeois. Il distribue les hosties non utilisées aux enfants comme friandises. Vous allez comprendre connaissant le personnage, mais il a une servante de 18 ans. Et puis il parle en chair contre la noblesse et le Seigneur. Il est sanctionné, 1 mois de cabane. Il va être enfermé en quelque sorte au séminaire pendant 1 mois. Il faut quand même vous dire que Jean Meslier, il a 52 ans. Il a 52 ans, il exerce à Étrépigny depuis 27 ans. Il a le statut qu'on a décrit tout à l'heure, presque le statut d'un seigneur. Je veux dire, d'abord, à l'époque de l'Ancien Régime, vous avez la noblesse, le clergé et le tiers-état. Lui, il fait partie du clergé et renvoyé comme un malpropre au séminaire pour être recadré. 2 ans après, il y a un envoyé de l'archevêque qui passe le revoir. Tout va bien. Tout va bien, il n'y a plus de problème. Effectivement, on pense que c'est à peu près à ce moment-là qu'il a mis en mémoire, qu'il a mis en chantier son mémoire. Mémoire des pensées et des sentiments de Jean Meslier, prêtre, curé d'Étrépigny et de Balève, sur une partie des erreurs et des abus de la conduite et du gouvernement des hommes, où l'on voit des démonstrations claires et évidentes de la vanité et de la fausseté de toutes les divinités et de toutes les religions du monde, et cela pour être adressé à ses paroissiens après sa mort et pour leur servir de témoignage de vérité à eux et à tous leurs semblables. Voilà le titre. Tout à l'heure, je vous lirai des extraits, très peu, parce que ce mémoire, il est important. Ce mémoire, c'est 350 feuillets. Quand ils ont été édités, ils correspondent à 1180 pages d'un bouquin normal, notes comprises. Mais les 3 exemplaires originaux sont à la Bibliothèque nationale de France. Alors, on peut dire que la religion et la politique s'entendent comme 2 coupeurs de bourse. D'un côté, les prêtres recommandent, sous peine de malédiction et de damnation éternelle, d'obéir aux magistrats, aux princes et aux souverains comme étant établis de Dieu pour gouverner les autres, et les princes, de leur côté, font respecter les prêtres. Ils leur font donner de bons appointements et de bons revenus, contraignant les peuples ignorants de regarder comme saint et comme sacré tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils ordonnent aux autres de croire ou de faire, sous ce beau et spécieux prétexte de religion et de culte divin. Et il exprime une sorte de jouissance à l'idée d'avoir osé exprimer ça. C'est-à-dire, il dit que les prêtres, que les prêcheurs, que les docteurs fassent de mon corps tout ce qu'ils voudront, qu'ils le déchirent, qu'ils le hachent en pièces, qu'ils le rôtissent ou qu'ils le fricassent, et qu'ils le mangent même encore s'ils veulent, en quelle sauce ils voudront, je ne m'en mets nullement en peine, je serai pour lors entièrement hors de leur prise, rien ne sera plus capable de me faire peur. Vous étonnez-vous, mes chers amis peuples, que vous ayez tant de mal et tant de peine dans la vie. C'est que vous portez seul tout le poids du jour et de la chaleur. C'est que vous êtes chargés, vous et vos semblables, de tout le fardeau de l'État. Vous êtes chargés non seulement de tout le fardeau de vos rois et de vos princes qui sont vos tyrans, mais vous êtes encore chargés de tout le fardeau de la noblesse, de tout le fardeau du clergé. Vous êtes chargés du fardeau de toute la moinerie et de tous les gens de justice. Vous êtes chargés de tous les laquais et de tous les palefreniers des grands et de tous les serviteurs et servantes des autres. Vous êtes chargés de tous les gens de guerre, de tous les maltotiers, de tous les gardes de sel et de tabac, et enfin de tout ce qu'il y a de gens fainéants et inutiles dans le monde. Car ce n'est que du fruit de vos pénibles travaux que tous ces gens-là vivent. Alors, là, il en arrive carrément à formuler la société qu'il souhaite. Ce serait donc bien mieux fait aux hommes de laisser toujours entre eux la liberté des mariages et de l'union conjugale, de faire élever, nourrir, entretenir et instruire également bien tous les enfants, dans les bonnes mœurs aussi bien que dans les sciences et dans les arts, de se regarder et de s'aimer toujours les uns les autres comme étant tous frères et sœurs, de s'occuper tous à quelque bon travail et de porter chacun d'eux leur part de la peine de travail et des incommodités de la vie, sans vouloir injustement laisser aux uns toute la peine et toute la charge du fardeau, pendant que les autres ne feraient que prendre leur plaisir et leur contentement.
de posséder tout en commun des biens et des commodités de la vie, et tout cela sous la conduite et direction des plus sages. Ils seraient certainement tous incomparablement plus heureux. Retenez vous-même par vos mains toutes ces richesses et tous ces biens que vous faites si abondamment venir à la sueur de vos corps. Retenez-les pour vous-même et pour tous vos semblables. N'en donnez rien à ces superbes et riches fainéants. N'en donnez rien à tous ces moines et ecclésiastiques inutiles. N'en donnez rien à ces fières et orgueilleuses noblesses. N'en donnez rien à ces superbes et orgueilleux tyrans, ni à ceux qui les servent. Excommuniez-les entièrement de votre société. Regardez-les partout comme vous regarderiez des excommuniés parmi vous, et par ce moyen, vous les verrez bientôt sécher, comme sécheraient des herbes et des plantes dont les racines ne suceraient plus le sucre de la terre. Il va bien plus loin que les penseurs, les philosophes des Lumières qui vont apparaître un petit peu après, juste avant la Révolution, les Voltaire, Diderot, Rousseau, etc. Il va bien plus loin. Alors quelle est la pensée des philosophes des Lumières? C'est tout simplement, eux aussi veulent plus de justice, et eux aussi se sont aperçus que l'Église était un frein. Et ce qu'ils voudraient, c'est prendre la place c'est que les philosophes prennent la place de l'Église. Quelque sorte. Mais il ne s'agit surtout pas, dans l'esprit de Voltaire, Rousseau, Diderot, etc., il ne s'agit surtout pas de détruire l'Ancien Régime. Il s'agit de l'amender pour essayer de faire une société plus juste, mais surtout pas le détruire. Ce ne sont pas des révolutionnaires. Alors que Méliès, lui, est un révolutionnaire, il a une pensée totalement radicale, et c'est à ce titre-là qu'il est une étape marquante dans l'histoire de la pensée.